communiquer avec moi et il se trouve gratuitement en ligne pour toutes les personnes qui sont en ligne. Donc, nous sommes là pour célébrer parce que nous avons terminé le livre et je me rappelle être assis ici en 2021 quand il y a eu le confinement et on se demandait si on pouvait le faire et comment on allait le faire. Nous avions une vision claire, des rêves, mais le parcours pour rendre les choses possibles n'était pas vraiment clair. Mais cela est fait, nous l'avons accompli et beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui et ont aidé à rendre cela possible. J'ai vu de nos familiers et en fait, c'est la première chance de nous recueillir, de partager et vraiment de dire félicitations à tout le monde. Ce sont les idées dans le livre que nous voudrions maintenant partager et animer. Et c'est une célébration encore plus profonde de ma perspective. Euh, et je parle subjectivement, l'expérience capturée dans les expériences capturées sont des exemples inspirants des droits de l'homme, de la justice que j'ai eu le privilège et l'honneur auquel j'ai eu le privilège et l'honneur d'être exposé, est un exemple de comment prendre les droits économiques et sociaux comme le droit à l'habitation et les rendre réels, et comment les droits de l'homme peuvent être utilisés pour lutter contre la pauvreté, et comment on utilise ces outils pour développer la qualité de la vie humaine dans le vrai sens du mot. Et vous allez écouter de l'autonomisation juridique, la façon avec laquelle nous avons commencé la discussion dans le livre et nous l'avons cadré et l'utilisé pour entamer la discussion d'aujourd'hui. Cela vient d'une cotisation de Lelani qui a dit il y a deux façons de voir en fait ces règlements juridiques. La première est offerte à travers une stigmatisation, les conditions physiques dans cela, l'assainissement et comment nous avons improvisé en fait la pauvreté. Et ça, c'est d'une façon, mais d'une autre façon, en fait, c'est la dignité humaine, la résilience, la force des individus, les espoirs, les rêves pour un meilleur avenir, mais aussi le parcours pour rendre ces rêves possibles et le respect pour les droits de l'homme, la dignité en termes de l'environnement physique, c'est aussi quelque chose d'incertain. Donc aujourd'hui, la célébration dans le sens du mot est de célébrer les exemples, les réussites, les luttes pour les droits et la dignité. C'est une histoire de la puissance des actions collectives, de la force et comment la détermination va gagner contre tout. Nous allons célébrer tout cela aujourd'hui et notre rôle est de partager ces histoires à travers cette plateforme. Et euh, c'est une période de mauvaises nouvelles et beaucoup de valeurs que beaucoup d'entre nous ont soutenues et pour lesquelles nous avons lutté sont en train d'être attaquées. Donc c'est le moment opportun de partager et de célébrer ces histoires et d'espoir et de célébration. Donc en ce qui concerne le livre, j'ai une diapo. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc, ce projet est né, donc il a commencé en 2018 avec une idée et nous avons soutenu quelques projets en Amérique latine, en Afrique, sur l'autonomisation juridique en utilisant les bonnes stratégies afin de travailler avec dans les quartiers informels et les communautés informelles pour lutter contre leurs droits et construire des communautés plus résilientes. Nous avons travaillé ensemble, nous avons accueilli des chercheurs des trois pays africains et de l'Amérique latine. Nous sommes restés pour 2 à 3 jours ensemble et on a posé des questions plutôt communes. Qu'est-ce que vous faites de ceci, de cela? Quelles étaient vos expériences, vos approches? Et ce qui a émergé était en fait des leçons à tirer dans un contexte complètement différent et des expériences différentes, mais
qui se connectaient les unes aux autres. Nous les avons rédigés dans un brief, et puis un blog, et puis un article. Mais notre vision, nos rêves étaient de mettre ensemble un plus grand volume qui manquait à ce moment-là, euh, écrit par ou rédigé par les groupes qui soutenaient les communautés. Donc, ce sont des idées qu'on ne trouve pas parce qu'on est toujours occupé à résoudre des problèmes et à aider les communautés, soit pour prévenir ou empêcher les évictions ou nous engager à des meilleurs avenirs. Et aussi, ces histoires et ces leçons sont rédigées par d'autres personnes. Donc, c'était le rêve. On est parti d'une formation. Et voici une photo de 2023 des personnes qui ont participé. On avait beaucoup de sessions Zoom, beaucoup de courriels qui a été partagé tout au long du chemin. Et nous avons rendu les choses possibles. On s'est rendu compte qu'on n'a pas de photos de 2018. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'audience a des photos de 2018. Donc, ce qui a émergé, en fait, dans la diapo suivante, s'il vous plaît, j'ai oublié qu'il y avait deux. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle une collection de 10 cas d'études de 10 pays, et ce qui reflète une décennie d'expérience. Et nous avons regroupé les chapitres en trois zones ou de concentration. Donc, et comment les groupes de communautés ont utilisé le système législatif pour surmonter les problèmes. Donc, une grande portion des villes pourraient être en dehors de la communauté en termes de services, en termes de conditions socio-économiques au sein de leur communauté. Et souvent, ils essayaient de passer de surmonter les obstacles. Ce sont des histoires d'utiliser de l'art pour assurer que les communautés avaient une meilleure place autour de la table et surtout quand il s'agit des décisions qui impliquent leur avenir, l'avenir de leur quartier, de leur voisinage. Et on a examiné à la base comment on fait. En fait, on est en train de pousser pour avoir son mot à dire et sa vision pour la communauté dans laquelle il vivait. Et puis, cette série de chapitres, ce qu'on appelle les approches holistiques, à travers tous les chapitres que vous voyez, donc ce qu'on appelle l'approche holistique, c'est la combinaison d'un mélange de plaidoyer technique et politique, d'autonomisation législative, de l'organisation communautaire qui parfois fait des protestations dans la rue pacifique, donc beaucoup de planification technique et de participation, différents d'engagement de politique au niveau des gouvernements et au niveau national et parfois au niveau du tribunal, est-ce que des tribunaux, et parfois c'est un mélange et un changement d'approche, et les chapitres, les auteurs, les organisations impliquées d'une façon stratégique, quels outils a été utilisé parfois en parallèle ou en séquence. Et les auteurs qui vont parler aujourd'hui de Delhi, de Nairobi et de Buenos Aires sont des exemples d'organisations qui ont soutenu les communautés pendant plusieurs années et cela a commencé des situations euh, précaires, des situations d'insécurité depuis 10 à 20 ans et ils sont passés à la grande échelle et tout au long du spectre des communautés. Vous allez voir également les différentes interventions. Voici tout pour moi. Il y a un chapitre d'introduction que Luciana et moi on mis ensemble. Beaucoup de ces leçons apprises et qui ont été couvertes. Et c'est un chapitre sur le leadership des femmes et l'égalité des sexes, euh, ainsi que des histoires de leadership très puissantes. Et nos participants et nos intervenants sont des témoignages à cela. Si vous voulez ajouter quelque chose, Luciana, et avant de reprendre le script, merci de votre participation encore une fois. Je suis ravie de vous voir tous présents ici. Merci Adrien. Cela est réel, vraiment. Merci beaucoup. Et
Je dois dire que à cause du dévouement d'Adrien, cela a été possible et nous vous remercions infiniment. Vous étiez en train de nous pousser, de nous aider à rendre ceci possible. Et je dirais également que pour cette conversation, je pense que quand j'ai pris le livre entre mes mains, cela m'a pris euh, j'ai eu un flashback de ces 4 à 5 ans de discussion. Et au-delà du contexte que vous allez trouver, du contenu que vous allez trouver, c'est une relation de confiance qui a été établie à travers des frontières, des langues et du contexte entre les auteurs et nous. Donc, c'est le fruit d'un travail de 4 à 5 ans entre les membres du groupe. Il ne s'agit pas d'un livre, parce que la plus grande valeur de ce livre est qu'il offre des réflexions et des pratiques honnêtes. Il ne montre pas uniquement les réussites et les bonnes pratiques, mais souligne les défis, les mauvaises étapes et les questions sur lesquelles les organisations sont en train de travailler pour l'automatisation. Sur une note personnelle, ce livre m'a aidé à refléter à ma propre expérience. J'ai rédigé une note interne quand j'ai commencé à travailler sur l'autonomisation législative ou ce qu'on appelle ici, ou juridique, pardon, ce qu'on appelle, je pensais que, en fait, on est en train de faire les choses tout seul. Donc, ce livre m'a aidé à penser au monde dans lequel nous vivons. Quand on a commencé, on avait deux idées et tout le processus qui a des caractéristiques uniques qui ont façonné, en fait, ces règlements et vous allez voir la tension entre la légalité, la formalité, les réponses collectives et les organisations pour les périodes à long terme et comment les stratégies, comme l'a mentionné Adrien, font la combinaison et travaillent ensemble avec des approches holistiques au sein des communautés, au niveau des communautés. Et puis après, en dépit des différences, nous avons remarqué des similarités tout au long des différents cas. Quand Adrien a montré la photo de cette réunion, je me rappelle très bien un moment où des collègues de Salia, je ne sais pas si Salia euh, des Philippines est là, ont parlé d'un certain cas d'une communauté près de la rivière qui faisait face à certains problèmes et le rôle des institutions juridiques. Et nos collègues de l'Argentine se sont regardés et ont dit, c'est exactement le même cas sur lequel nous travaillons en Argentine dans le cas de Mendoza. C'était similaire, à un moment similaire. Et ils ont commencé à travailler ensemble et identifier les communautés et les stratégies qu'on était en train de développer dans les différents cas. Donc, cette conversation nous mène à ces espaces de réflexion collective où on peut en penser ensemble sur comment faire face à des problèmes. Et comme l'a mentionné Adrien, qui est très important dans ce contexte politique où beaucoup des outils stratégiques que nous avons euh, qui sont suffisantes pour nous aider à surmonter les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. J'espère que la conversation ne va pas uniquement parler du livre et de ce qui s'est passé dans le passé, mais des défis auxquels nous faisons maintenant euh, et de comment travailler pour les surmonter. Ceci dit, nous allons écouter les protagonistes, les auteurs qui ont rédigé les différents chapitres. La parole est à vous. Merci et désolé pour l'interruption. Vraiment, c'est vraiment très dommage pour la personne qui a fait ça et c'est une invitation à une discussion civile. On n'a pas besoin d'images.
pour choquer les individus. Je voudrais prendre un moment pour reconnaître, pour m'excuser et nous passons à la diapo suivante. Nous avons les auteurs des chapitres, comme il a été mentionné. On ne va pas faire des présentations, mais pour des contraintes de temps, nous allons écouter trois chapitres. Euh, donc, le groupe Nasdaq de Delhi, Akansha Kaur, qui travaille à la Cour suprême en Inde, Jishi Sapute, directeur et cofondatrice de Nasdaq du chapitre Delhi, qui s'appelle Abokarakat. Nous avons James Gwaru qui a collaboré et qui nous a inspiré du Makishami Trust à Nairobi, avec qui donc il a travaillé beaucoup avec l'équipe, et puis Catalina Marino, pardon, qui fait la coordination des droits au programme de la ville ACI et qui a soutenu le travail sur le chapitre de Buenos Aires et Santaguna, qui est une des histoires d'éviction au développement, et elle a rédigé un chapitre sur l'égalité des sexes. Donc, deux pour un pour ce chapitre. On peut passer aux modératrices, aux panélistes, pardon, et nous allons parler nous allons passer d'une communauté à l'autre, des auteurs pour présenter leur chapitre. On va parler du contexte pour les communautés dans lesquelles ils ont travaillé et quels sont les axes de concentration et les chapitres. Et puis, nous allons entamer une discussion. Donc, nous allons passer de l'Est vers l'Ouest et à commencer par Akansha du chapitre de Delhi. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Akansha Bakochachi et je travaille avec une organisation qui s'appelle NSD, basée en Inde. Nous allons parler du programme d'accréditation des provinces de Delhi et quel est le processus de l'autonomisation juridique. Juste pour donner un peu de contexte, Delhi, c'est la capitale de l'Inde. Elle a une population de 30 millions, de plus de 30 millions de personnes, et nous faisons face à une crise de domicile très sévère. La plupart des individus vivent dans des conditions déplorables. D'autant plus, les évictions sont fréquentes dans les villes. Même les familles éligibles qui ont droit à des espaces ou à des domiciles n'ont pas, donc ne les reçoivent pas. Dans ce contexte, comment examinons l'autonomisation juridique et comment allons-nous assurer des domiciles sécurs? Donc, dans la communauté en question, pour le chapitre, c'est en fait un petit triangle de terre au sud de Delhi qui comprend 100 000 domiciles qui sont des migrants des provinces du voisinage et qui sont faits de matériel ou de matériaux temporaires et qui n'ont pas de l'espace de la ventilation ou une construction durable. Donc, d'autant plus, il y a une pénurie d'eau, il n'y a pas de toilettes et du système de drainage. Donc, pour la plupart, les communautés sont très marginalisées et les travailleurs informels, ils font face à des insécurités de travail et des défis dans les politiques. Donc, le modèle d'autonomisation juridique, NASDIQ se concentre sur l'intervention à long terme. NASDIQ a travaillé dans des camps depuis 2016, donc à peu près 9 ans, et le modèle inclut les formations sur le cadre juridique, les compétences du plaidoyer, et puis l'apprentissage des soft skills, et puis la transformation de comprendre quels sont les droits et comment les rendre possibles. En ce qui concerne le processus d'accréditation qui était axé sur les changements accrus dans le domaine des domiciles et de l'habilitation
de l'habitation et de la réhabilitation assistée par les experts techniques qui ont utilisé des outils pour faire un exercice de cartographie et en résultat, et après les consultations, nous avons pu faire des changements additionnels. Encore une fois, l'exercice était axé sur l'amélioration accrue des domiciles qui a permis aux résidents de participer et je vais donner la parole à mon collègue de discuter de cela. Merci de me donner cette présentation. Je voudrais ajouter quelques points sur le contexte. C'est que dans le temps, quand nous avons commencé à faire le processus à Delhi, le gouvernement central était le PGP. euh, euh, géré par le président Modi et un autre parti. euh, Ce sont deux partis qui euh, s'occupent du gouvernement et parfois on arrivait à une stagnation. Nous avons vu un potentiel, nous avons vu des cas où les gens attendaient depuis plus de 10 ans pour la réhabilitation et s'ils étaient éligibles pour la réhabilitation. Et comme l'a mentionné Akaja, pour quelques années, il n'y avait pas eu de nouveau processus, que ce soit la provision de notices ou différentes façons de réhabilitation ou n'importe quel engagement qui puisse avoir du sens. Et donc, en tant qu'organisation et des professionnels de droits de l'homme, nous avons pensé à quelles pourraient être les solutions qu'on pourrait adopter pour améliorer ou leur donner de meilleures options parce qu'ils étaient poussés à l'extrême avec une très mauvaise qualité euh, de vie et les communautés qui, qui ne pouvaient pas vivre dans des conditions, dans des bonnes conditions. Ça devenait un énorme problème avec une infrastructure socio-économique de base. Avec cette perspective, les, le cadre législatif qui a travaillé depuis 9 ans, ont pris la relève et ils étaient les décisionnaires. Nous avons apporté l'idée que, en fait, avec des collections, ceci, les personnes qu'on pourrait engager, les femmes ont participé et ont pris la relève. Et ils se sont engagés pour, avec les designers, ils donner leur contribution sur comment ils souhaitent euh, mettre à l'échelle leur communauté. Ils ont été présents quand les designers étaient là pour faire la cartographie des communautés et le mapping GIS. Une fois que le mapping était prêt, ils présentaient tout le plan devant le gouvernement étatique qui était le parti dans le temps. Ils ont fait également une coordination du plaidoyer pour la construction de l'assainissement, donc un différent département qui se prend en charge de cela, donc qui, par exemple, va être à la tête de des réparations, c'est de suite. Donc, il y a différentes agences qui prennent cela en compte, et ce serait très complexe. Nous avons fait toutes ces coordinations et ce plaidoyer, donc c'est eux qui étaient à la tête de cela, mais le gouvernement aussi était responsable une fois que nous avons fait un suivi du travail. Et quelques membres de la communauté aussi ont été intégrés et par la suite ils ont donné des mises à jour. C'était vraiment dirigé par des femmes, par la communauté et c'était durable pour la raison que c'est la communauté qui a construit ses propres maisons, amélioré l'infrastructure dans le quartier informel et ensuite améliorer la qualité de vie. Et également la possibilité de détruire qui ne part pas. Le pourcentage est moins accru, ceci justement grâce à l'investissement qui est fait. Merci Jishri et Akansha. Donc, nous voyons la complexité des structures gouvernementales, tous les problèmes qui contournent cela et le pouvoir
du réseau des femmes et des avocates. C'est une très belle introduction. Et nous allons passer au Kenya, à Nairobi. Donc, James, la même question pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les communautés? Comment ça s'est déroulé chez vous? Et parlez-nous un peu de votre chapitre. Donc, Jane, Jane, c'est à vous. Thank you. Merci, Thank you, merci, je vous Adrian. remercie. Merci, merci, Our Adrien. paper is situated in Notre article se situe dans un quartier informel qui s'appelle Mukuru à Nairobi. Nairobi est la capitale du Kenya. Nous avons 4,5 millions d'habitants et 50% des résidents de cette ville vivent dans des quartiers informels comme au Delhi, ils n'ont pas une maison qui soit sécurisée et peut être expulsée. Nous nous sommes rencontrés avec les résidents qui devaient faire face à cette expulsion. Ils sont rendus à notre bureau, ils ont demandé qu'on les soutienne pour enregistrer le terrain ou la terre où ils vivent, sinon ils seront expulsés. Nous avons vu plus de communautés dans cette situation. C'est une très grande communauté, nous parlons environ de 100 000 ménages sur 600 hectares de terre. Donc, nous avons aperçu qu'il y avait un problème systémique. Par la suite, nous avons reçu des fonds, donc une bourse de la part du CRDI pour nous soutenir et pour mieux comprendre les problèmes au Mukuru. La première chose que nous avons entrepris, c'est la recherche. Et nous avons découvert que Mukuru réside sur 600 hectares d'une terre privée qui a déprécié. Et maintenant, les déteneurs de cette terre soit revendiquent cette terre ou veulent la vendre. Donc, que pouvons-nous faire? Nous sommes allés en justice, nous avons fait une poursuite en justice. Nous avons pu recevoir des ordres pour arrêter les expulsions, mettre fin à ces expulsions. Donc, ceci a bien fonctionné pour nous, mais on s'est rendu compte que les conditions de vie également dans Mukuru étaient terribles, mais absolument terribles. Et avoir ce procès juridique n'était pas suffisant. Donc, avec l'aide du CRDI, nous avons créé une corrélation qui prend en compte des organisations de société civile, des universités ainsi que la communauté, et nous avons commencé à entreprendre la recherche. Nous avons fait des recherches autour des conditions de vie et la relation entre ceux qui gouvernent Mukuru et l'État. Qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert que Mukuru, c'est les ressources et les conditions terribles de vie. Donc, tout d'abord, nous avons découvert à travers une cartographie communautaire, car nous avons fait une cartographie de chaque structure, chaque toilette. Nous avons découvert que Mukuru avait seulement 3800 toilettes. Donc, ces toilettes se remplissaient, elles étaient manuellement vidées. Et ensuite, tous les déchets étaient jetés dans la rivière. Donc, les services, l'assainissement était absolument terrible. Nous avons découvert que l'eau, l'État ne donnait pas accès à l'eau. Donc, c'était plutôt un accès à travers un fournisseur informel qui leur donnait un prix absolument hors de la norme, donc presque 200% de ce qui est à la normale. Nous avons partagé ces informations avec la ville et nous avons demandé qu'est-ce qu'on fait. Et nous avons suggéré qu'ils déclarent Mukuru en tant qu'une zone spéciale. Il n'y avait pas de rue. C'est une zone tellement dense. Ce serait impossible. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus clairement, un peu plus fort, car on nous vient de faire parvenir le message par les interprètes qu'on ne nous entend pas très bien. Donc, le quartier est tellement dense, c'était quasiment impossible de créer, par exemple, des tubes
ou pour intégrer de l'eau. On s'est accordé d'abord ce que nous devons faire, c'est faire cette cartographie du quartier. Mais la ville n'a jamais pu faire cela à une telle échelle. Et lorsqu'on discutait ceci avec la ville, ils nous ont dit pourquoi est-ce qu'on n'informerait pas le consortium, donc différents groupes de consortium organisations de société civile qui peuvent travailler avec les résidents. Et c'est ce que nous avons fait. Et ensuite, par la suite, l'eau et l'assainissement, car ce chapitre se tourne vers les services d'assainissement de l'eau. Nous avons entrepris des consultations avec les personnes de Mukuru et nous avons vu qu'ils souhaitaient avoir accès aux toilettes qui étaient connectées à des vidanges, des égouts. Donc, une fois que nous avons complété la planification et ainsi que les fonds ont été investis dans ces quartiers, ils ont créé les infrastructures pour l'eau et l'assainissement. Et Mukuru a commencé à connecter les toilettes aux égouts. Donc aujourd'hui, c'est en cours. Et en ce moment, nous travaillons également avec l'Université de Manchester et nous essayons de préparer une politique sur comment est-ce que les entreprises de l'eau peuvent donner accès à l'eau, des services d'eau et d'assainissement à tout quartier informel dans la ville. Car auparavant, leur politique ne leur permettait pas de donner de l'eau et de l'assainissement sur des quartiers informels sur un terrain privé. Donc, c'est ce que nous avons abouti avec cette recherche. Et la recherche démontre vraiment comment les communautés peuvent intégrer un changement systémique dans la provision, l'accès à l'eau et l'assainissement. Je suis désolée si vous ne m'avez pas très bien entendu. Merci, magnifique, merci. On vous a très bien entendu et les interprètes voulaient vous entendre encore plus, tout simplement. Donc, quelle histoire, enrichissement avec une trajectoire à long terme et également avoir tous ces éléments intégrés. Donc, continuons ainsi. Et maintenant, passons à Buenos Aires, Argentine et Catalina, et pour avoir un monde de réflexion sur ces communautés dans son chapitre. Son chapitre, c'est sur plusieurs points. Donc, c'est sur Vija 31, donc la Vija 31, donc Vija 31. Merci beaucoup. Donc, une petite introduction sur ce chapitre. Donc, je vais vous parler de Barrio Mujica, Villa 31, la ville 31, donc qui avant était connue sous le nom de ville 31. C'est une communauté. Ça fait 20 ans que je travaille sur ce projet. Et comme vous l'avez dit dans l'introduction, j'ai analysé Villa 31 dans mon chapitre sur le genre et également par Pablo Vitali. Donc, vous pourrez voir ici également des analyses de son côté également dans ce chapitre. Donc, l'image que vous voyez ici à l'écran, donc Villa 31 est un des quartiers informels plus grands à Buenos Aires, donc 50 000 personnes y vivent. Et comme vous pouvez le voir, peut-être vous ne pouvez pas le voir, mais cette Villa 31 est située juste à côté de la ville principale. Donc, juste à côté, par exemple, des stations de bus et de trains, mais également quelques pas des quartiers les plus affluents de Buenos Aires, donc les plus riches de Buenos Aires. Dû à son emplacement, il y avait toujours eu cette menace d'expulsion, en particulier pendant la dictature militaire, pendant les années 70 et 80. Donc, un peu plus sur ce quartier, les maisons dans Villa 31 n'ont pas assez d'infrastructures, donc les problèmes de ventilation, de lumière et des connexions informelles avec des systèmes
informel vers l'eau, l'assainissement et les égouts. Donc, ceci, c'est dû parce que c'est créé par les résidents. Et des problèmes avec l'accès, par exemple, pour avoir accès aux services publics tels que les ambulances, ainsi de suite. Donc, quelques enjeux voici les enjeux, les obstacles pour les résidents de Villa 31. Ce que nous avons essayé de comprendre dans ce chapitre, nous avons suivi les résidents. La communauté a été créée tout au long des années et nous pouvons voir comment l'autonomisation juridique a évolué au fur et à mesure. Donc, commençons par des stratégies réactives, par exemple la résistance aux menaces d'expulsion ou à des demandes d'infrastructures de base, ainsi que des projets d'intégration sociale. Et juste à côté, il y avait une demande aussi d'assurer la représentation des résidents dans la prise de décision. Et c'est absolument pertinent dans cette discussion d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais m'arrêter là et on pourra en parler un peu plus tard. Merci, merci. Nous avons un peu vraiment cette idée, comment dire, d'où le travail se situe. Et maintenant, je souhaiterais donner l'opportunité d'avoir plus de questions. Peut-être on pourrait commencer par Jane à Nairobi. Quelles sont les 2 leçons principales que vous avez tirées de ce projet? Je sais qu'il y en aura plus que 2, mais les 2 principales, lorsque vous soutenez les communautés, les stratégies de droit, l'autonomisation juridique. Donc, quelles sont les leçons que vous avez apprises à travers ce projet? Je pense que c'est le rôle de l'épreuve dans le changement de la donne, donc le changement des conversations. Le fait qu'on a pu démontrer que les personnes à Mukuru ont payé pour l'accès aux services, car la ville pense que ces résidents ne pensent pas pour leurs services, mais nous avons démontré qu'ils payent pour ces services. Les personnes en pauvreté payent pour ces services et non pas à des prix absolument hors de la norme. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas leur donner d'accès à des services. On pourrait s'assurer plutôt pour qu'ils puissent avoir accès à ces services. La deuxième chose, c'est l'encadrement d'un problème qui puisse vraiment parler au public dans l'intérêt public. Donc, à Mukuru, nous avons pu démontrer que ne pas donner accès à l'assainissement et à l'eau était un risque à toute la ville. Ce n'était pas seulement un problème pour les personnes de Mukuru, c'est un problème c'est pas seulement pour la ville, mais pour le pays. Car pendant ce temps-là, Canada avait le droit le Kenyan pouvait avoir un vol direct jusqu'à New York. Ils ont dit aux autorités, si vous continuez à avoir du choléra, et Mukuru est juste à côté de l'aéroport, nous allons exporter le choléra à New York. Donc, comment est-ce qu'on peut encadrer un problème est absolument critique. Et comment est-ce que l'État peut vraiment être plus responsable dans ces problématiques? C'est absolument génial d'entendre cela. Et comment encadrer ces problèmes aujourd'hui peut vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut comprendre ces problèmes. Je pourrais vous écouter tout, vous parler toute la journée, Jane. Maintenant, je vais passer la parole à Jayshree, à Kansha. Peut-être quelques leçons que vous avez tirées également de vos projets. Donc, si je peux me permettre, à Kansha, je vais passer en première. Donc, j'ai fait de la litigation, donc des contentieux. Donc, j'ai utilisé une méthodologie d'autonomisation juridique pour aider les communautés dans ces litigations. C'est absolument essentiel de comprendre est-ce que la communauté a investi dans ce processus. Donc, continuer d'avoir cet engagement à travers ces méthodologies d'autonomisation juridique. Donc, nous parlons ici d'autonomisation, de responsabilisation de la communauté. C'est la communauté qui nous a poussés
au lieu que ce soit nous qui pousse la communauté. Une fois qu'on prenne la pause et qu'on se passe sur autre chose, c'est à eux de nous appeler, de nous dire des mises à jour, comment est-ce que le travail a progressé. Donc, c'est vraiment donner cette responsabilité. Donc, nous parlons ici d'une responsabilisation qui est absolument incroyable, qui nous a fait ressentir, même si on a pris un peu de recul dans ce projet ou dans le travail qui est entrepris, ça veut dire que ce projet sera durable. Et c'est exactement amplifié par les comités, car les politiciens qui nous ont aidés dans la création de ce camp, ils vont essayer de répliquer le même modèle dans d'autres comités également. Donc, on voit vraiment la durabilité de ce projet. Donc, pour moi, la durabilité ainsi que la responsabilité de la communauté est absolument essentielle. Et comme Jane a dit, il y a un très grand hôpital juste à côté de la communauté et cette menace que cet hôpital va vraiment prendre tout le terrain pour élargir ou construire, par exemple, un parking. Donc, cette menace, cette peur plutôt de acquisition de la terre par d'autres entités était très persistante. Et avec plus de formalisation, ils étaient mieux placés. Et à Kinshasa, si vous souhaitez, par exemple, en dire un peu plus, absolument, je suis entièrement d'accord. Et pour rebondir, une des leçons on ne devrait pas attendre pour un cadre juridique. Il y a d'autres façons d'autonomiser des communautés, de plaidoyer. Comment est-ce qu'on peut continuer ce processus lorsqu'on attend, on est en attente de ce développement juridique, de ce encadrement juridique. On peut toujours passer à l'action dans l'attente. Nous avons toujours soutenu les recherches et du plaidoyer tout au long. Et Kata, est-ce que vous souhaitez maintenant ajouter, je pense à Buenos Aires, oui, mais par exemple, le chapitre aussi sur les qualités de genre qui porte sur différents chapitres également. Donc, je pensais plutôt au cas Buenos Aires, mais ce qui ressort vraiment ici, ces stratégies d'autonomisation juridique, c'est un processus à long terme et les stratégies, au moins enfin dans le cas de la Vija 31, ils sont internalisés et qui sont vraiment appropriés par les communautés. Et les stratégies ont changé qui dépendent du contexte et des opportunités de l'influence. Nous avons couvert 20 ans de ce cas, de ce projet, et les actions ont changé. Ils sont passés de la litigation stratégique à des droits garantis pour avoir accès à l'eau propre. Ensuite, ils sont passés une demande pour l'intégration, une intégration urbaine complète en tant que politique urbaine. Cette mobilisation légale a aussi surgi ou approfondi les communautés, l'espace de communautaire. Ils ont créé un comité. Et ensuite, nous sommes passés à une autre stratégie qui était une stratégie de lobby qui, par exemple, qui avait plutôt des tactiques du plaidoyer sur la mobilisation des législateurs locaux. Donc, la communauté est ensuite passée et a ensuite promulgué une loi locale qui a donné accès à l'intégration de la Vija 31. Et cette loi, ensuite, n'a pas été promulguée. Donc, il y avait un peu un écart ici entre la création et la promulgation de la loi. Et nous avons clôturé dans une première étape où le gouvernement local a décidé de continuer avec une intégration urbain complet. Et le défi était plutôt comment est-ce qu'on peut faire un suivi et avoir cette politique mise en œuvre avec les demandes communautaires. Donc, les défis que nous voyons ici, c'est un peu plus facile de vous concentrer sur la reconnaissance des droits, comme la première mobilisation légale, donc la reconnaissance justement que les personnes qui vivent dans ces quartiers ont des droits, mais maintenant c'est très difficile de vraiment influencer la politique publique. Et je pense que l'autonomisation juridique et la mobilisation, les outils politiques de mobilisation doivent s'adapter.
Mais nous devons nous axer ici lorsque vous travaillez dans ce contexte et dans la communauté. Et je pense que c'est la leçon que nous pouvons tirer, au moins du cas de Buenos Aires. J'ai un autre commentaire sur le genre, oui, absolument. Mais on peut laisser ça de côté pour une autre question plus tard. Merci, merci, merci beaucoup. Nous avons une autre question pour le groupe. Ensuite, nous allons tourner vers nos commentaires. Et pour le dernier point, vous avez mentionné que c'est difficile de passer par, vous avez la reconnaissance de la politique et ensuite la politique et la mise en œuvre. Ce sont toutes des étapes très différentes. Et j'ai commencé par dire justement, vous allumez la radio ou vous avez l'impression que les droits de l'homme sont en train de reculer, que la démocratie, il y a vraiment, parlons de recul démocratique. Et nous voyons aussi les droits de l'homme et l'encadrement où les personnes y croient. C'est beaucoup plus difficile d'y croire aujourd'hui que maintenant, il y a quelques années. Là, nous avons tous commencé nos réflexions, nos conclusions. J'aimerais en savoir un peu plus de votre côté. Quel changement est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est la même chose? Ou voire même quel type de réflexion ou d'information que vous pourriez avoir, que maintenant, aujourd'hui, c'est plus complexe, même au niveau de la reconnaissance dans différents contextes et problématiques. Je ne sais pas par où commencer, peut-être Jane. Jane, on va commencer par vous et on va faire un suivi avec le même ordre qu'on a fait tout à l'heure. Oui. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons vu la brutalité de l'État sur ces personnes. Un État très brutal. Et lorsque l'État est très brutal, il n'y a pas beaucoup d'espace pour négocier. Donc oui, nous avons vu vraiment cette diminution de cet espace de la brutalité, l'adoption, l'enlèvement. Ils écoutent vos conversations téléphoniques. Oui, c'est très difficile. Est-ce que vous avez quelques informations, quelques commentaires? L'histoire de Mukuru, il y a 20 ans, d'après ce que j'ai compris, vous avez commencé par la brutalité, vous avez pu changer cela. Est-ce que vous avez quelques informations? Nous avons tous, je pense, les mêmes défis, ou sinon on peut en discuter une autre fois. Je pense que pour nous, nous devons laisser la politique à la communauté. Nous divisons ce que nous faisons entre le technique et le politique. Donc, au niveau technique, nous, professionnels, on gère avec nos professionnels dans l'État et nous essayons de créer de l'espace pour négocier. Et maintenant, au niveau politique, nous encourageons les politiques d'engager leurs personnes élues. Et à travers ces deux manières de discuter et de gérer, vous essayez de manœuvrer et d'aller vers de l'avant. Donc oui, il y a quelques protestes. Des fois, on peut aboutir à des négociations. Donc c'est la façon dont la façon on s'y prend, nous, pour gérer ces situations. Et une très belle réponse éloquente à une question très difficile. Maintenant, passons à Delhi, donc Jayashree et Akansha. Quelques changements, quelques points positifs ou qu'est-ce que vous... Oui, nous avons le même défi que Jane. Nous avons eu pendant quelques années quelques difficiles. On avait ce combat entre des gouvernements. BJP est également autonomisé dans l'État, mais nous n'avons pas encore vu des développements positifs des femmes, même si ce dialogue est là. L'espace pour la société civile, pour faire une campagne, pour protester, pour plaidoyer n'est plus là. C'est à la communauté. C'est plusieurs fois lorsqu'ils se rendent et ils utilisent le langage juridique des droits. La première question qu'on leur pose, qui vous a appris cela? Comment est-ce que vous savez cela? Dites-nous les noms. Donc, il y a toujours cette menace. Qu'est-ce que la communauté va dire? Et les communautés
sont plus intelligents. Pourquoi on ne devrait pas le savoir? Elles sont plus conscientes. Les questions d'investigation, comment est-ce que vous connaissez vos droits? Qui vous informe de vos droits? Et par la suite, donc les droits des ménages, cet outil est beaucoup plus petit avec la pression du gouvernement. Donc la communauté, oui, va prendre la charge de travail, mais il faut continuer pendant quelques années avant que la communauté puisse justement continuer son plaidoyer, lutter pour ces pétitions. Mais ils ont besoin des ressources. Les ressources sont limitées aujourd'hui. Merci. Peut-être nous allons passer à Catalina et à Kancha. Si vous souhaitez ensuite en dire un peu plus, je vais vous laisser la parole, non? Donc, pour rebondir sur la première réflexion, donc le recul dans les discours de droits de l'homme dans ce nouveau contexte, nos stratégies d'autonomisation juridique doivent s'adapter au contexte. Donc oui, nous devons garder cela à l'esprit pour ensuite être créatifs dans ce nouveau contexte. Mais je veux aussi faire part d'autres points. Le livre prouve que les stratégies d'autonomisation juridique sont bien valables et on peut protéger les droits juridiques dans les groupes marginalisés. Et par la suite, ceci prouve que c'est bien juste pour les femmes. Je voulais justement faire ce point. Donc, ce recul dans ce discours des droits de l'homme est un recul également de l'égalité de genre d'un point de vue général. Et c'est une menace principale car c'est absolument essentiel, ce que j'ai analysé dans mon chapitre, c'est absolument essentiel d'intégrer la perspective du genre dans des stratégies d'autonomisation juridique pour que ce soit très efficace. Et si ce n'est pas le cas, nous pourrons ensuite passer à d'autres égalités de genre, mais qui ne sera pas efficace depuis le début. Vous devez prendre en compte les personnes avec lesquelles vous travaillez, dont la stratégie que nous avons mise en œuvre ne doit pas être traduite nécessairement dans le leadership des femmes ou dans le pouvoir de la prise de décision. C'est seulement possible si nous comprenons ou si nous planifions la stratégie dès le début, au moins que ce soit plus efficace de cette façon-là. Je voulais vraiment vous dire cela. C'est absolument essentiel de vous concentrer sur ce que vous souhaitez promouvoir, même si le contexte n'est pas si positif qu'auparavant. N'est-ce pas? Ce sera tout de ma réflexion. Merci. Merci. Continuez à résoudre les problèmes. Merci tout le monde. On peut passer beaucoup de temps à parler de ce sujet, mais nous allons maintenant donner la parole aux participants et d'écouter des perspectives supplémentaires des personnes qui étaient impliquées directement dans le livre. Si on peut mettre la diapo, nous avons deux personnes. Ce qu'il faut faire dans ce que nous avons vu vous faire dans ce livre, c'est de parler de la perspective des droits de l'homme d'une façon que Luciana et moi et d'autres auteurs sont familiers, mais de les lier aux questions du planning urbain, du planning large. Et nous avons des experts d'un côté et moins d'autre côté, et d'avoir deux individus que nous admirons et qui ont travaillé en perspective et qui font de plusieurs analyses. Dites-nous ce que vous pensez et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que nous avons bien fait. Et on peut commencer avec Lilani, qui est la directrice des droits de l'homme et
qui était le rapporteur de l'ONU sur tout ce qui est habitation et domicile. Lélanie, la parole est à vous. Lélanie, merci beaucoup et merci de m'avoir invité à cette conversation très importante. La plupart de ce que j'ai appris tout au long de ma carrière et des personnes, je l'ai appris des personnes qui se trouvent ici sur ce webinaire. Donc, je vous suis en dette parce que vous m'avez appris à comprendre la dimension des droits de l'homme sur tout ce qui est domicile. Je suis désolée si mes idées sont un peu éparpillées. Ce moment, mes yeux, mon cœur et mon esprit étaient axés sur Gaza et la ville de Gaza. Ces derniers jours, je suis très honnête de dire que vraiment, je retiens mes larmes. Je ne peux pas penser clairement. J'ai beaucoup de chagrin pour la violation des droits de l'homme qui a été permise et autorisée, qu'est-ce qui a été soutenu par plusieurs de nos gouvernements, notamment mon propre gouvernement, mais pas en mon nom. Donc, pendant 2 ans, et je suis désolée, je vais essayer de faire un zoom sur mes commentaires. Je suis dans un état de réflexion après ce qui s'est passé depuis 2 ans. Je pensais trop au monde que nous avons créé, le monde où les la corporation, financière et les sociétés ont créé, et comment ils décident qui compte et qui ne compte pas. Je pensais au rôle des droits de l'homme dans la création de ce monde et en fait, dans la stabilisation de ce monde. Et la conversation d'aujourd'hui nous aide à aider le rôle des droits de l'homme et le rôle qu'ils peuvent jouer dans le démantèlement du monde où certaines populations ne comptent pas. J'ai connu, même avant le 7 octobre 2023, je connaissais qui comptait et qui ne comptait pas depuis quelque temps. Et vous ne pouvez pas travailler sur les droits de l'homme dans le domaine de l'habitat et de comment vous ne pouvez pas vraiment appliquer tout cela dans des conditions où le monde, dans les conditions lesquelles le monde, certaines populations comptent, d'autres ne comptent pas. Et nous savons très bien que les informalités sont créées par l'imposition d'un système particulier de droit du marché privé, du planning et de l'allocation des ressources, comme nous l'avons dit ce matin et aujourd'hui, et que ce système néglige et viole les droits fondamentaux de l'homme, des personnes qui ont été exclues de ce système. Les informalités et cette réponse, très belle réponse au système formel d'exclusion, leur défense à travers l'habilitation juridique est un défi direct au système d'exclusion. Et donc aujourd'hui, on sent cet espoir et cette énergie de ce webinaire parce que cela est en fait une réponse directe à l'exclusion, ce que vous avez tous fait, ce que vous avez enregistré dans ce livre, tellement puissant dans ce moment géopolitique essentiel. Adrien a mentionné ce que j'ai dit au début de mon rapport que j'ai rédigé depuis quelques années. Ça reste mon expérience et ça reste mon expérience notamment aujourd'hui, alors que je vous écoute tous. Je vais réitérer encore une fois, parce que je ne pense pas que je suis tellement brillante, mais je pense que ces mots retiennent maintenant. Et ce que j'ai dit de la perspective des droits de l'homme, donc
En fait, ces autonomisations juridiques informelles sont en fait des effets, des actions étatiques et d'inaction étatique et des politiques qui privent des millions de personnes de leurs droits fondamentaux, des personnes horribles qui se trouvent sur notre planète et qui vivent dans ces conditions des élections et qui sont liées pas seulement les services de base, mais ce qui est fondamental pour l'existence humaine. On the other hand, informal settlements are this incredible accomplishment. That's what I said, a profound en fait, expression of villes individuals, informelles sont families, and communities expression claiming their place familles and their et right to des housing. And familles that's qui what you have proclament brought to leurs us today droits. in the webinar and in the book. Et c'est ce que That vous avez celebration, évoqué even dans though le it's through webinaire, toil and hard work en and, fait, you know, knocking heads against walls, an incredible accomplishment. Des accomplissements incroyables. I guess what I want to say is, Je crois I'm short que on ce que je time vais here, dire, et j'ai pas is beaucoup de that temps pour l'exprimer, c'est que it's not just encouraging il ne s'agit pas what you all have d'encourager done with your work. ce que vous avez tous It fait is, au in sein de fact, votre in my travail, opinion, mais selon moi, what's necessary if we're going to reverse ce qui est who nécessaire counts and who doesn't. pour reprendre Your ce qui compte et ce qui ne compte your pas. Vos activities actions, vos are, to activités me, the sont pour right moi side up way of the le world. bon We are in côté du upside down monde. world right Nous sommes now, dans un monde à and you're l'envers offering us the right et side up vous for the nous human offrez rights side la up. bonne voie. I also just want to comment that one of the aspects Je of voudrais the human aussi right to housing and human rights dire that doesn't qu'un get des talked about aspects enough des droits de l'homme is the fundamental et qui right n'est to pas évoqué, c'est les participation droits and fondamentaux à la inclusion. participation et à Participation l'inclusion. in La participation democracies or in aux public démocraties, spaces. aux espaces And publics, that's what you have brought to et the c'est ce que fore vous through your avez work, and that I've apporté à learned travers votre so much travail. Et from j'ai you, tellement that appris de vous, even when you don't count and when you're même out quand on the vous ne comptez pas margins, ou you have quand to vous insist êtes dans on les marges, il participation faut and inciter à la inclusion. participation And et à that's one of the l'inclusion. biggest Et struggles, and c'est I've un heard that des plus through grands your défis, et je l'ai comments entendu today. à travers vos And the commentaires last thing I'll say, aujourd'hui. and I know I've Et gone le on too dernier point long, que je is vais that, dire, et je sais que j'ai you un know, peu the trop world is parlé, in a c'est que global le housing monde crisis. There's no doubt about it. vit And une like at crise a really practical and, d'habitat. you know, Et au niveau bottom pratique, line, it et en won't fait, be solved unless the rights of on ne people va pas le living in informal résoudre settlements are recognized. avant The de right to reconnaître le droit remain, des the personnes right to qui in situ vivent upgrading if dans that's what the ces communities quartiers informels, want. de How reconnaître else les will we besoins des solve the communautés. housing crisis? We Comment can't allons-nous build résoudre ce new. It will problème kill the d'habitat? planet. On ne peut pas There isn't continuer à land. construire, It's cela va tuer la expensive. planète. People living in C'est informal trop settlements cher. can't Des access personnes those qui vivent dans des quartiers informels ne so-called peuvent pas opportunities. accéder à The ces only way opportunités de forward is to construction. Le regularize seul moyen informal d'aller de settlements l'avant, where c'est that's what de the communities réglementer ces quartiers want. informels et And the d'écouter ce last que thing I'll les say is, communautés please, all of us, let veulent. us Et make dernier point, connections between the work that we're essayons de faire doing des at the connexions local entre, level, the avec le travail que marginalized nous faisons au communities niveau with whom local, we work, avec les and the communautés people in Gaza marginalisées, and avec in qui the nous travaillons, et Congo les and in individus any other à place Gaza et au experiencing Congo et dans oppression. And let d'autres us make our endroits governments qui know that we vivent won't des stand for oppressions, it, et qu'on that we dise au believe gouvernement que in nous human croyons rights, aux droits de and l'homme, that que nous everyone is n'allons pas part of the permettre que human toute family personne fait and partie de therefore la has famille rights that humaine. attach to Et them, voilà not pourquoi il as a y a des privilege. droits. Et c'est un droit, ce Thank n'est you. pas un privilège. Je vous Thank you, remercie. Leilani, for just Merci, coming at Leilani, how you are right now and pour sharing your perspectives. And I think we're partager vos perspectives et one décrire reflection at the risk votre is donc, la we're struggling with the large réflexion, structural c'est challenges que and often oui, nous challenges faisons that face other à very d'énormes localized défis. specific ways. So thank you for bringing us there Et and merci sharing. de nous rappeler que ces Over you défis to Diana. Maintenant, Love je to donne hear la your parole à perspective, Diana. please, and then we'll open Est-ce up que for vous larger pouvez discussion partager votre with the perspective time et puis nous remaining, allons as always. prendre une discussion Thank you, plus Adrian. large. Can everyone hear me? Encore une fois, est-ce que Is vous that good? m'entendez? Okay, perfect. Très bien. Lania, you spoke beautifully about the Et current Lali, vous avez moment. très bien parlé du moment actuel. But anyway,
Fortunately for me, Luciana Mais pour and moi, Adrian suggested a structure, Luciana and I'm going to follow et my Adrien, comments. je vais continuer mes commentaires. Je voudrais commencer par dire merci pour cette opportunité de m'engager avec cette discussion et ce livre. J'apprécie beaucoup cela. C'est un livre extraordinaire qui contient des cas d'études riches, des nuances, des analyses contextuelles, de la justice et c'est des études sur l'autonomisation juridique. Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont participé. Et je sais que c'est un énorme travail pour les éditeurs. Donc, bravo et félicitations. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour parler ou pour dire pourquoi c'est un sujet important. Vous avez déjà parlé et Mélanie l'a dit. Je voudrais passer à à d'autres questions et de dire pourquoi c'est d'une grande valeur et pourquoi il y a des leçons importantes. Un des commentaires dans l'introduction était que l'autonomisation juridique est nouvelle, est un concept flexible. Je ne suis pas d'accord avec cela. Il y a eu une longue discussion dans mon expérience à travers les mouvements urbains et les organisations de soutien sur le mérite d'une approche basée sur les droits. Et je vais parler de pourquoi cela est le cas. Et je crois qu'une des leçons tirées de ce livre, c'est qu'il parle de l'intégration des droits et des mitigations, des approches basées sur les mitigations. C'est une des raisons pour lesquelles c'est d'une grande valeur et cela implique beaucoup de contributions. Je crois que la deuxième façon, c'est un livre très honnête. Pas seulement les pages représentent le travail acharné, mais là, il décrit le défi d'être tellement transparent dans un plan urbain. Les droits, les litigations, les discussions qui ont mené à des violences, surtout dans le chapitre de l'Afrique, les discussions sur pourquoi cela a mené à des vulnérabilités accrues, surtout dans certaines communautés, des communautés qui ne peuvent pas se permettre d'avoir de l'eau potable. Pour moi, c'est en fait une contribution extraordinaire de grande valeur à cause de l'expérience, de l'honnêteté qui est représentée dans les mots rédigés. Et deuxièmement, c'est une contribution essentielle parce qu'elle est riche en analyse contextuelle et a beaucoup de diversité. Il est possible de comprendre que oui, cela est une façon pour aller de l'avant à cause de la constitution de cela dans ce cas particulier. Donc, il est riche et présente des opportunités d'apprentissage. En pensant à ce que cela veut dire pour moi, je suggère qu'il faut penser, et je passe à la question suivante, ce qui n'a pas bien fonctionné, ce qui a été un peu surmesuré. Et Luciana, vos défis, je ne suis pas sûre si je suis d'accord que l'autonomisation législative doit être utilisée de façon plus fréquente, mais pour moi, cela doit être considéré plus fréquemment parce que je pense que les besoins expriment un énorme défi entre les différentes dimensions. Qu'est-ce qui pourrait être litigué ou qu'est-ce qui a besoin d'une meilleure mobilisation politique ou civile de certaines organisations afin de donner des possibilités. Quelles sont les options de développement nouveau? Et dans la présentation, a parlé de l'application du soutien de EMT, du développement de nouvelles options et comment on peut accomplir l'assainissement. Une fois que cette option est développée, les pressions politiques peuvent aller de l'avant. Sans cela, donc, cela ne peut pas arriver. Pour moi, ça ouvre un certain potentiel, mais pas nécessairement la première étape ou la première initiative. Pour réfléchir à ce qui est lié à ce point, j'ai deux points importants, des réflexions importantes, du moins pour moi, elles sont importantes parce qu'ils parlent du côté stratégique et plus efficace. Donc, la première, c'est
comment équilibrer les différentes interventions et l'utilisation des droits qui existent avec les efforts de mobilisation et l'organisation et construire un engagement politique de qui produit de nouvelles options, mais qui ne sont pas des choix binaires, avoir de l'eau ou ne pas avoir de l'eau. Et puis, je pense que parfois, quand on choisit la visibilité et ils peuvent choisir la visibilité, comment en fait équilibrer ces options, comment rendre le monde meilleur et qui fait ces choix. Cela est aussi dans les pages de ce livre. Il y a eu aussi des points sur la redevabilité. Comment est-ce que les communautés vont tenir les avocats responsables et ne pas être dominés par cette différence? Cela est un point de conversation important qui pourrait être introduit dans ce chapitre, mais pas nécessairement entamé. Le deuxième aspect est un peu différent, c'est qu'une fois qu'il y a eu un certain engagement pour aller dans cette route d'habilitation juridique, qu'est-ce qui va mener à la réussite? Quels sont les points qui vont le rendre efficace? Et il ne peut pas faire les vulnérabilités. Une des choses avec lesquelles je travaille avec mes collègues, l'équipe de recherche comprendre comment, en fait, on traverse les différents statuts sociaux et les réseaux pour réussir, pour aller de l'avant dans la transformation urbaine. Le livre a d'excellentes expériences, des perspectives, des défis. Il y a tellement de richesse dans ce livre et le travail n'est pas fini. Il reste encore beaucoup de questions importantes et qui vont nous apprendre beaucoup. Merci. Wonderful, Diana. Magnifique, magnifique. Nous avons suivi vos commentaires. On va également écrire votre biographie. Donc, vous êtes une professeure à l'Université de Manchester. Vous faites partie aussi du consortium des recherches africaines, des villes des recherches africaines. Et comme vous avez dit, nous sommes entièrement d'accord avec vous. Nous devons absolument considérer tous ces points et j'apprécie également le point sur l'invisibilité et que ça ne repose pas seulement sur les épaules des communautés. Génial. Il nous reste 10 minutes pour des questions. Je peux voir déjà une main levée, donc Eva Alvarez de Andrés. Donc, je pense que tout le monde va intervenir de façon brève et respectueuse. Donc, si vous avez une question, et si quelqu'un souhaite également écrire leur question dans les messages, et les panélistes également pourront répondre à ces questions pour y répondre. Donc, on va réunir quelques questions, apprendre quelques questions. Donc, Eva, je vois que vous êtes la première qui souhaite prendre la parole et à partir de là, nous allons continuer. Voir avec les questions-réponses. Donc, très bien. Est-ce que je peux vous permettre? Oui, allez-y. Je préfère m'exprimer en espagnol. Oui, allez-y, allez-y. En espagnol, je préfère, s'il vous plaît. Très rapidement, donc une question. Je travaille en tant qu'urbaniste. Je travaille dans ces contextes depuis longtemps. C'est une lutte de transformer les discours et les idées. Et j'ai travaillé dans la question de informalité dans le monde académique. Donc, on légitimiser des choses que d'être légitimes. Par exemple, la production de l'espace. Donc, on a introduit de nouveaux agents. Donc, la réflexion de cet espace. Et je sais que c'est un concept qu'on peut utiliser. Mais je mets toujours entre guillemets et je le remets en question car c'est une façon pour nous de légitimiser ces formes de production de l'espace. Je souhaiterais, par exemple, partager ceci et voir vos commentaires. Merci beaucoup, Eva. Bastim, je peux voir que vous avez également levé la main. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, allez-y, oui. Donc, je viens du Soudan
Et nous sommes en Afrique. C'est un problème principal au sein de nos communautés. Comme Jane a mentionné au Nairobi, dans nos villes, même la ville formelle est détruite, je dirais. Nous avons énormément de défis auxquels on doit faire face. Je suis un avocat et directeur de la justice transitionnelle. Nous travaillons avec les ONG ainsi qu'avec de l'aide juridique et des consultants juridiques dans le Soudan. Et je voudrais vous poser une question autour du livre. Donc, quels écarts, les lacunes, est-ce que c'est une lacune au niveau, quel manque de ressources, un manque de ressources d'avocats, de politiques, ressources financières? Pourquoi cet écart? Nous ressentons cet écart justement dans notre pays. Donc, c'est ma question pour vous. Merci. Merci beaucoup, Abbas. Donc, nous avons également une question ici. Donc, commençons par la définition de l'informalité et ensuite la question d'Abbas. Qu'est-ce qui pousse ces défis en un premier lieu? Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait faire un petit moment de réflexion? Il y a des commentaires, très beaux commentaires aussi, je vois, sur les messages. Donc, je peux commencer. Donc, par exemple, au Delhi, les politiques du Delhi, il y a des politiques au Delhi, elles ne sont pas inclusives. Il y a une date limite. Si vous êtes dans une ville avant 2014 ou 2007, donc il y a différentes dates limites. Si vous pouvez démontrer avec un document, une identification il y a une liste d'environ 10 cartes d'identité que vous devez présenter au gouvernement. Et si vous pouvez démontrer cela, seulement à partir de là, vous pourrez être éligible. Mais ce qui se passe, c'est que les comités n'ont pas normalement ces documents, les cartes d'identité. Ils auront un document, certes, peut-être un certificat de naissance ou un poste ou une lettre qui a été envoyée à leur adresse. Ou peut-être ils ont quelques cartes d'identité qui a été... mais la carte d'identité n'est plus valide. Un individu avait des cartes qui avaient... Ils devaient démontrer qu'ils avaient vécu dans leur logement depuis 1980. Ils avaient une carte depuis 1989, mais le compte n'était plus de personne. Donc, ce document n'était plus accepté en tant qu'une preuve de résidence. Donc, la politique n'est pas inclusive. Et ensuite, le deuxième défi, lorsque vous êtes couvert par cette politique, la politique n'est pas toujours mise en œuvre. Donc, malgré les personnes qui soient éligibles, ils ont trouvé leur nom dans un sondage, ils ont fourni toute la documentation, ils attendent 10-12 ans pour que le gouvernement puisse leur donner un logement. Une fois que les logements sont fournis, et ce sont des logements en dehors de la ville. Donc, ce qui se passe très souvent, les communautés ne trouvent pas vraiment les moyens de subsistance. Peut-être ils vont soit louer ces appartements ou les revendre et revenir dans les quartiers informels. Donc, il y a différents défis autour de cela. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait faire un commentaire? Nous disposons de quelques minutes encore. What I can say first there's a question about translations in the chat. Our intention in the beginning was donc les traductions dans les messages. Donc il y a des traductions pour en français, en espagnol. On n'avait pas assez de temps. Oui, donc on va traduire. On pourra traduire ce livre. Est-ce qu'on souhaite partager avec les langues principales ou les régions principales où on peut trouver ce livre? Et la question autour de la formalité, comme Luciana a posé dans les messages, nous avons dit au début, dans le chapitre d'introduction, qu'est-ce que l'informalité signifie?
et de la part de professeurs et comment voir ces dynamiques de pouvoir de l'informalité et les déséquilibres qui définit qui prend ces décisions, qui est à table de prise de négociation et de prise de décision. Et voir qui est informel, qui est formel. Donc, c'est une option qui nous aide à comprendre quel est le déséquilibre du pouvoir. C'est un élément très essentiel pour l'autonomisation juridique, pour voir les différents niveaux de intentionnalité et de conscientisation. Et c'est quelque chose qui a vraiment résonné avec notre façon de penser. Et c'est un point au sens plus large qui définit les droits, qui construit ce pouvoir. Est-ce qu'il nous reste d'autres questions de la part de Luciana ou qui ressortent de cette discussion? Oui. Merci, merci. Il y a encore beaucoup à dire, donc je vais prendre le point de Vienne. Ce n'est que le début. Il y a beaucoup de conversations autour de cet impact. Il y a beaucoup de conversations dans tous les points que nous avons ici aujourd'hui. Ce qui résonne avec nous sommes dans un moment difficile politique. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir dans l'humanité? Et est-ce que nos stratégies ont un impact? Mais c'est quelque chose que notre livre nous donne accès à cela. Il y a 20, 30 ans d'expérience avec les mêmes communautés. Et dans certains cas, il y a des contextes politiques très complexes. Par exemple, les régimes militaires. Donc, des organisations absolument géniales qui ont travaillé, qui n'avaient pas accès à ces cadres juridiques pendant ces temps-là. Donc, ce livre vous donne accès à de l'espoir, même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et oui, la plupart d'entre nous, on se retrouve dans un moment politique très difficile et nous devons voir les stratégies de l'organisation qui sont prises lors de ces moments difficiles. J'aime beaucoup le point que quelqu'un dit. Donc, l'autorisation juridique est une stratégie, mais on peut considérer autre chose également. Et ceci démontre la complexité des stratégies que nous utilisons et comment nous devons nous adapter dans les différents moments, contextes historiques. Et le lien, c'est impossible de travailler dans la stratégie juridique. Nous parlons aussi également de communauté. Les stratégies juridiques peuvent être difficiles, ou peut-être on ne peut pas avoir un impact avec la stratégie juridique, mais ce qui reste, mais ce qui peut faire un changement ou un impact, c'est le pouvoir des communautés et c'est comment ces organisations les soutiennent. Je pense que nous arrivons à notre fin, mais je vais prendre ce point, ce n'est que le début. On adorerait continuer ces conversations, comment est-ce qu'on peut avancer ces discussions, et en particulier car nous sommes dans ce moment où ces discussions sont globales, sont mondiales. Ce n'est pas seulement au niveau local, mais lorsque nous voyons les liens dans ce livre, qu'est-ce qui se passe en différents endroits du monde, comment est-ce qu'on va apprendre les uns les autres, comment est-ce qu'on peut faire ceci ensemble, en particulier dans ce monde complexe aujourd'hui. C'est absolument essentiel de travailler ensemble et de partager et d'apprendre. Donc, nous devrons continuer de travailler dans ces espaces collectifs et encore beaucoup à venir à l'avenir. Et merci d'être ici avec nous et de organiser cette discussion. Merci beaucoup, Luciana. Et de clôturer. Nous sommes dans les temps et un très grand merci à tout le monde, aux auteurs, pour ceux qui ont pris la parole, pour ceux qui étaient en ligne, Delaney et Diane, pour votre point de vue, qui était très enrichissant et il y a tellement de personnes qui ont aidé à ce que ce soit possible. Ce n'est pas seulement le livre, mais le webinaire également. Un très grand merci à Daniela en particulier, qui fait partie du Global Justice Network Team. Un très grand merci au CRDI. C'est vraiment le pouvoir de l'action collective. Célébrons. J'espère que vous avez pu tirer de l'inspiration de ces
discussion d'aujourd'hui et j'ai hâte de vous connaître, de vous voir très bientôt. Et passez une très belle journée ou une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Thank you. Merci. Thanks, Merci. everyone. Au revoir. Amazing. Absolument génial. Bye-bye. Merci.